Voilà, bonjour à tous. Je vous propose donc de commencer cette première grande conférence sur le thème de l'hydrogène, donc ici à Solutrans. Alors tour à tour publicité et critiqué. Aujourd'hui, l'hydrogène n'est désormais plus un simple projet. On a pu le constater ici sur le salon Solutrans. Des véhicules lourds fonctionnant à l'hydrogène circulent déjà en Europe, notamment en France, on en parlera. Et les producteurs d'hydrogène destinés à la mobilité lourde sont de surcroît français. Cependant, plusieurs questions demeurent, notamment concernant le coût de l'hydrogène et le déploiement des infrastructures d'avitaillement. Pourtant, l'Europe affiche une certaine confiance, on en parlait hier. La réglementation européenne AFIR prévoit d'ici 2030 le développement simultané de stations de recharge électrique et de stations aussi hydrogène, avant même celles dédiées aux biocarburants. Quant aux constructeurs, bien qu'ils restent discrets sur le sujet, ils travaillent tous au développement de camions hydrogène et je répète, donc on le voit ici sur notamment les stands constructeurs. Cette conférence organisée en partenariat avec France Hydrogène propose de dresser tout d'abord un état des lieux de l'hydrogène dans la mobilité lourde ainsi que des infrastructures dont les projets, on le disait, se multiplient alors même que le parc de camions hydrogène reste encore donc aujourd'hui limité. Je vous propose pour commencer d'accueillir Jean-Michel Amaret, vice-président de France Hydrogène, qui va nous dire quelques mots. Jean-Michel. Bonjour. En pleine COP 30, qui aujourd'hui peine encore à avancer, malgré les effets du réchauffement climatique qui désormais sont visibles partout. On enchaîne des ouragans, des incendies, des canicules qui s'intensifient, de la sécheresse partout dans le monde. Malgré cela, et la mobilité qui est un contributeur extrêmement fort aux émissions de CO2, ces émissions continuent d'augmenter. En 2024, c'est encore plus 2%. Et 2025 est sur la même tendance. Et ceci est en plus aggravé par les doutes qui sont portés par certains pays, un désengagement notable des États-Unis qui ont des répercussions mondiales. Donc très clairement, cet objectif pris il y a 10 ans maintenant à la COP de Paris de maintenir à 1,5 degré le réchauffement climatique s'éloigne, cet objectif s'éloigne grandement. Néanmoins, la filière hydrogène est mobilisée pour venir proposer des solutions pragmatiques en complémentarité à d'autres technologies comme la batterie, pour venir lutter contre ces émissions de CO2 telles qu'on les connaît aujourd'hui. Il y a des doutes sur l'hydrogène que l'on entend, qui sont orchestrés, qui sont amenés régulièrement sur oui, je crois, je ne crois pas à l'hydrogène, qu'est-ce qui se passe, non, tout se fera avec la batterie. Très clairement, ça n'est pas du tout notre opinion, tout simplement parce que ces doutes que l'on entend sur la partie européenne ou française ne sont pas du tout à l'image de ce qui se passe dans le monde. Très concrètement, l'année dernière, c'est plus de 500 projets hydrogène qui sont passés en décision finale d'investissement et qui représentent 110 milliards de dollars d'investissement dans le monde sur les technologies hydrogène. Et l'année dernière, ces 110 milliards ont représenté 35 milliards de plus par rapport à l'année précédente. Ça permet de voir quelle accélération est mise dans ces technologies par rapport à d'autres pays. Et la croissance que connaît la filière hydrogène est une croissance qui est 2 fois plus rapide que ce qu'ont connu les énergies renouvelables à leur début. Cependant, ceux qui émettent des doutes sur la croyance voudraient qu'en 4 ans ou en 5 ans, la filière hydrogène, qui nécessite de l'industrialisation, qui nécessite des investissements extrêmement forts, ait fait ce que les autres technologies ont mis 20 ans à faire, au minimum. Très clairement, les pays asiatiques sont pieds au plancher sur l'accélération sur ces technologies. La Chine annonce que dans ses corridors entre Shanghai et Pékin, plus de 10 000 camions vont circuler dans quelques années. Et quand je dis quelques années, c'est 2 à 3 ans. La Corée du Sud a mis sur le 3e trimestre en immatriculation 3700 nouveaux véhicules Nexo sur la route. C'est plus que le nombre de véhicules qui circulent en Europe aujourd'hui, véhicules légers. Et l'Inde accélère à fond sur les technologies de production d'hydrogène.
Les enjeux de leur côté sont plus du tout sur est-ce que la pertinence de l'hydrogène est avérée pour les enjeux de décarbonation, elle est plus sur la maîtrise industrielle de la chaîne de valeur. Il est absolument indispensable que nous, Européens, nous ne nous endormions pas sur ce sujet. Et pourtant, côté Europe, on a des objectifs climatiques qui sont ambitieux, un tissu industriel d'ingénierie et de recherche parmi les meilleurs du monde, un potentiel de production d'énergie décarbonée, qu'elle soit nucléaire ou renouvelable, important. D'ailleurs, une victoire a été obtenue récemment sur l'adoption officielle de l'acte délégué bas carbone qui reconnaît la complémentarité du renouvelable avec le nucléaire dans les enjeux de production d'énergie décarbonée. Mais néanmoins, on a un frein principal qui reste, notre instabilité, nos doutes, notre manque de constance dans ces enjeux de structuration de filières qui nécessitent des dizaines d'années au sens de l'investissement et de l'industrialisation. En France, des programmes ont été réalisés, bien entendu, sur les 5 dernières années, puisqu'on est passé d'objets pilotes, de projets pilotes à des projets de déploiement. On est en pleine phase de consolidation de cette filière, d'industrialisation, de montée en maturité technologique, mais néanmoins, on a besoin de cette stabilité et de ces enjeux long terme et de cette stratégie long terme. Pourquoi la mobilité hydrogène est importante? La mobilité hydrogène, et très clairement je veux lever un doute là-dessus, on n'est pas en train de discuter de tel ou tel véhicule, on est en train de discuter des usages qui sont adressés par la mobilité hydrogène et non pas de c'est adapté à tel véhicule ou c'est pas adapté à tel véhicule. À partir du moment où on a une intensité d'usage extrêmement élevée parce qu'on a de l'emport de charges lourdes, parce qu'on a besoin de beaucoup de puissance, parce qu'on a besoin de beaucoup de disponibilité du véhicule et parce qu'on crée de la valeur avec l'usage de ce véhicule, clairement, l'hydrogène vient amener des solutions dès que la batterie n'amène plus ces solutions-là et ces adaptations. L'autonomie, la disponibilité, le temps de charge rapide, le poids de ces technologies qui permettent de garder une charge utile pour le transport de personnes et le transport de marchandises sont des atouts indéniables de l'hydrogène et très clairement, on amène dès aujourd'hui des solutions, que ce soit dans les infrastructures ou dans les véhicules, pour passer à ces technologies. D'ores et déjà. Recharger 10 camions sur des bornes de recharge rapide électrique, ça correspond à avoir des connexions pour une petite ville, à déséquilibrer des réseaux, à demander des renforcements qui vont peser des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros dans les 10 prochaines années pour les réseaux électriques qui eux-mêmes subissent ces appels de puissance, ces pics de puissance, alors que l'hydrogène, à la base, c'est une solution de stockage. Très clairement, on est capable de décorréler les moments où on produit ce carburant des moments où on va venir le remplir les véhicules. Très clairement, ça amène des solutions évidentes par rapport à ces faiblesses qui sont amenées par les solutions de très haute puissance qui seraient nécessitées par des camions batterie. Aujourd'hui, les acteurs français notamment sont mobilisés sur ces sujets-là. Ils sont présents d'ailleurs sur le salon. Certains seront présents sur la table ronde. Je pense à GCK, Isetco, Illico, Attaway, HRS, Impulsion, Hyundai, TIL Mobility, Care et bien d'autres. Ce sont plusieurs dizaines de bus qui sont déjà en fonctionnement, plusieurs dizaines de cars qui sont également en fonctionnement. Plusieurs centaines de taxis à Paris qui sont également en fonctionnement, 45 stations aujourd'hui dédiées à la mobilité hydrogène routière, une centaine à horizon 2030. Le maillage est en train de s'opérer, les déploiements de solutions sont en train de s'opérer, mais néanmoins il y a encore des freins qu'il faut lever. Et ces freins-là, on y reviendra tout à l'heure sur la table ronde, il faut accélérer, il ne faut pas aller inventer de nouveaux systèmes ou de nouveaux dispositifs qui soient extrêmement compliqués. Il y a des choses en place aujourd'hui qu'il faut mettre en œuvre. Nous avons l'IRIC, qui est l'ancienne TIRUR, qui est l'incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants, qui doit être mise en place au plus vite. Et des nouvelles dernièrement sont arrivées en disant qu'il y a encore des bâtons dans les roues pour la mise en place de cette incitation-là, qui ne coûte rien à l'État. Et pourtant, il faut arriver à le mettre en place, à le traduire pour diminuer le prix à la pompe afin d'être compétitif pour que les transporteurs puissent utiliser les camions, utiliser les stations en place avec l'hydrogène qui est alimenté pour pouvoir réaliser ces premières mises en ligne de corridors et de transports à l'échelle française. La transposition du règlement AFIR, vous en parliez,
comment est-ce qu'on va être capable, tous les 200 km, de mettre en place des stations sur les grands axes de transport européens pour que les camions puissent se recharger et assurer du nord au sud ou du sud au nord de l'Europe le transport des marchandises. Ça n'est pas encore traduit au niveau français. Nous sommes en retard. Ça fait 2 ans que nous sommes en retard sur la traduction de ces règlements européens qui s'imposent. Et en plus, dernière mise en œuvre, continuer d'accompagner la demande, le déploiement de ces véhicules pour les transporteurs, pour les chargeurs, avec l'aide à l'achat, au rétrofit ou à la location longue durée. Ces dispositifs doivent être traduits au plus vite pour que la mobilité puisse démarrer, accélérer, maturer et devenir une réalité très clairement dans nos territoires. Jean-Michel, je propose donc de rester avec nous. On va accueillir nos différents intervenants justement pour aborder l'évolution de la filière hydrogène et les freins et les leviers dont Jean-Michel abordé à l'instant, les freins et les leviers pour accélérer cette filière et répondre surtout aux différentes interrogations. Et on aura promis à la fin de cette session, de cette conférence, des questions-réponses avec nos intervenants. Alors, je vous propose d'accueillir Erwin Penfornis, vice-président de la branche mondiale hydrogène énergie d'Air Liquide, Charles Cambournac, directeur général de Hyundai Hydrogène Mobility Allemagne et désormais France, Christophe Dubruck, directeur développement Mobilité Life et Direct Dufour, directeur général de CARE. Messieurs, bienvenue. Alors je le disais donc, on parlera du village hydrogène également tout à l'heure, plus en détail en cette fin de conférence. L'hydrogène reste l'un des, on va dire, des thèmes forts de cette édition 2025, j'allais dire 2026, non, 2025. L'idée était aujourd'hui de vous présenter un petit peu de ce qui se fait dans le concret aujourd'hui dans l'hydrogène, mais également de voir un petit peu le futur donc, de demain. Erwin, je vais commencer par vous. Alors, on va aller droit au fait, hein, c'est ce qu'on avait dit pour cette conférence. Votre position à Air Liquide, c'est d'utiliser avant tout l'hydrogène dont on dispose avant d'aller plus loin vers plus de décarboner, en quelque sorte, sortir du mythe européen. Merci Hervé, bonjour à tous. Alors la question est directe. Merci de la poser. Je vais rembobiner un tout petit peu peut-être pour arriver sur ce sujet-là. Déjà en vous remerciant à Solutrans pour la confiance que vous faites à l'ensemble du secteur de l'hydrogène, parce que comme vous disiez, il y a un certain nombre d'exposants. Vous aurez tous la possibilité d'aller voir des camions de près, des acteurs qui déploient l'infrastructure hydrogène en France et en Europe. Et en fait, la grande différence cette année avec il y a 1 an, quand vous aviez déjà fait un événement similaire, c'est qu'on a des clients aujourd'hui qui sont là à venir demander où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on peut démarrer avec ces solutions hydrogène? Et la réponse est oui. Si vous êtes venu voir justement sur le stand Hyundai, pour commencer avec Charles, où on voit des véhicules, sur le stand MAN, et on pourra revenir aussi avec l'innovation de MAN sur le moteur thermique. Qui ne sont plus des prototypes, qui sont des véhicules de série, en tout cas pour... Exactement, des premières séries, plusieurs centaines de véhicules qui sont prêts à être déployés. Les stations sont déployées, on pourra revenir également sur le réseau, mais le point éthique, évidemment, c'est le TCO. Dans aucun marché, on a des acteurs qui sont prêts, même si c'est le futur, à payer 2 fois le coût de ce qu'ils payent aujourd'hui pour le même service. Vous allez plus vite que moi, en fait. Parlons du TCO. Oui. Mais pour revenir à votre point, la question derrière, donc comment fait-on pour arriver sur un TCO qui soit le plus proche possible du diesel en l'occurrence? On réduit le champ de contraintes, on réduit les difficultés qu'on a à gérer. Et donc en fait, quand on décompose un petit peu, on a le camion, et un acteur comme MAN par exemple avec le camion thermique arrive avec un camion qui est d'emblée très compétitif. On a des stations qui ont progressé, qui sont de plus en plus grandes. Ensuite vient la molécule elle-même. La molécule, on a plusieurs options pour la produire, décarbonée, renouvelable, ou utiliser les quantités massives d'hydrogène qui sont déjà dans les grands bassins industriels aujourd'hui en France et en Europe. Et ce qu'on pense, c'est qu'on a besoin de pragmatisme aujourd'hui. On a besoin d'utiliser ces quantités et être capable de viser à la pompe un hydrogène qui soit autour de 8 € du kilo, qui nous permettent ensuite, avec des camions qui nettent de subventions sont autour de 200 000 €, d'avoir un TCO qui soit véritablement compétitif. Ensuite, évidemment, il faut des accompagnements de la part des pouvoirs publics et on pourra également y revenir.
On en parlera. Alors, une stratégie nationale hydrogène a été mise en place, on le sait, donc en 2020, à l'horizon 2030, notamment en France, réactualisée cette année, donc en 2025, avec des objectifs. Vous pensez que ce plan n'est pas suffisant, justement, pour l'hydrogène? Ou c'est son application qui est... On peut forcément être que déçu de la manière dont la mobilité a été traitée cette année dans la révision de la stratégie nationale hydrogène. Je pense que Jean-Michel, tu l'as repris. Enfin, il y a un fait, je pense que vous côtoyez tous des acteurs de la filière. Je n'entends personne qui soit à l'aise avec l'objectif 2035 européen de réduction de 65% des émissions si on s'appuie uniquement sur des solutions batterie. Je pense que c'est important de rappeler quand même que dans le secteur du transport de marchandises, le transport longue distance représente 40 à 50% des émissions de CO2. Donc si on veut véritablement traiter le sujet et pas juste démarrer et butiner, on a besoin de vraiment venir chercher les solutions qui permettent de traiter ça. On a besoin demain d'hydrogène. Quand je dis demain, c'est en 2035. 2035, ça va venir très vite. Et ce qu'on pense au niveau des stratégies aussi bien nationales qu'européennes, c'est que les 5 prochaines années, les actions qu'on va mener durant les 5 prochaines années vont être absolument essentielles pour définir le futur de l'hydrogène dans la mobilité en Europe et la place d'ailleurs des constructeurs européens sur ces marchés-là et dans le monde. On sait qu'il y a déjà des camions chinois qui vont arriver dès l'année prochaine sur le marché européen, des camions chinois hydrogène. Je ne parle pas des camions chinois batterie. Si on veut être dans un marché qui en 2035 n'est plus que sur la batterie et avec une menace au-delà de l'Europe, on a besoin de travailler maintenant et c'est une activation d'ici 2030. Alors Air Liquide, on le sait, est présent dans le monde. Erwin, est-ce que concernant l'hydrogène, la mobilité lourde, l'approche est différente suivant les continents, les pays? Je reviens à la première question qui est finalement quel type d'hydrogène ou quelle stratégie on peut utiliser. Que j'évoquais tout à l'heure, c'est exactement ce que font la Chine et la Corée. La Chine et la Corée ont compris que quand on mène une telle révolution, une telle transformation pour changer complètement les systèmes de propulsion et les énergies, il faut commencer par l'aval. Donc il faut travailler sur les véhicules. On sait que des constructeurs sont incapables d'atteindre les cibles de prix sans passer à l'échelle. Donc il faut accélérer la mise à la route de véhicules. Ce n'est pas des dizaines, ce n'est pas des centaines, il faut aller aux milliers et ensuite on ira aux dizaines de milliers. Et pour ça, de nouveau, il faut être capable de leur apporter des infrastructures et de l'hydrogène au bon prix. Et c'est comme ça que font la Chine et la Corée. C'est comme ça qu'on a 30 000 camions sur les routes en Chine. L'idée, c'est en préparant cette conférence, vous me disiez, il ne faut pas tourner en rond, c'est-à-dire qu'on a d'un côté, donc on en parlait des infrastructures de plus en plus avec de la distribution, des réseaux, voire des corridors en perspective, mais il faut avoir les camions, enfin on en parlera dans un instant avec Charles, mais d'avoir aussi les véhicules avant tout. Oui, exactement. Donc ça, là aussi, on revient toujours au sujet de comment on vient compenser le coût initial. On sait bien qu'au début, ça va coûter plus cher. Et là, je dirais, l'efficacité des politiques publiques va venir de leur pragmatisme, leur capacité à venir, quand ils viennent soutenir, aussi bien soutenir l'achat du véhicule que l'infrastructure. On a des exemples, par exemple, aux Pays-Bas, de systèmes de soutien qui fonctionnent bien. C'est ça qui permet aujourd'hui d'avoir aux Pays-Bas les premières centaines de camions qui sont commandés et prêts à être déployés dans les mois qui viennent. Alors on le disait, on va le redire, l'hydrogène dans la mobilité lourde, donc c'est une réalité, c'est concret. Charles Cambournac, donc Hyundai Hydrogen Mobility est présent déjà en Allemagne, en Suisse, et ensuite en France désormais, puisque vous avez déjà en circulation à peu près 5-6 camions qui circulent en France, hein, c'est ça hein. Oui, bonjour à tous. Hervé, merci d'abord pour cette invitation. Pour notre première participation au Solutrans, on est absolument ravis de pouvoir démontrer ce que Hyundai est capable de faire en matière de solutions de transport hydrogène poids lourd, avec deux premières. On a présenté la première benne à ordures ménagères sur châssis Hyundai. Puis dehors, vous l'avez peut-être vu aussi, le premier plateau grue qui appartient à un client fameux déjà connu, une société française, PUM. Pour en venir à ce qu'on disait, oui, aujourd'hui on a commencé l'histoire en Suisse, parce que le gouvernement a accompagné la mise à la route par une exonération de taxes routières les camions à zéro émission. Et logiquement, on a continué sur le premier marché en termes de vente de camions, qui est l'Allemagne. Et de ce fait-là, aujourd'hui, le deuxième marché, la France, plus gros marché, second plus gros marché en termes d'immatriculation annuelle. Avec un peu plus de frein, vous le sentez par rapport à l'Allemagne et la Suisse? Enfin, la réponse, je pense, est évidente. Mais...
France a commencé probablement plus tard que l'Allemagne sur ces projets. L'ADEME a lancé 1 ou 2 projets. On constate dans les 2 pays que le taux de conversion finalement entre les gens qui ont fait un dossier, déposé un dossier et qui le mettent vraiment à exécution après à peu près similaire. On arrive pour demande à une réalisation concrète, peut-être un peu moins en France. L'infrastructure en Allemagne ayant été plus vite développée. Mais la réalité, elle reste la même. C'est qu'aujourd'hui, c'est ce que Erwin disait, il faut qu'on arrive à une TCO pour les transporteurs, les chargeurs, le plus vite possible qui se rapproche du diesel. Je dis bien qu'il se rapproche du diesel. Je ne parle pas de parité, parce qu'il faut qu'on soit réaliste. Il faut qu'on ait les échelles, les volumes qui arrivent. Voilà. Alors revenons sur le véhicule, puisque c'est, on va dire, si ce n'est le seul, en tout cas, c'est l'un des camions donc, hydrogène qui circule. Hein. C'est de série. Vous travaillez déjà sur la 4e génération. En quelques mots, le Lixiant, vous pouvez le présenter? Oui, aujourd'hui, c'est à la fin du trimestre 2026, plus de 200 camions qui rouleront en Europe. C'est 18 millions de kilomètres parcourus au moment où je vous parle, déjà en Europe. Donc ça, c'est du concret, c'est du factuel. C'est 1200 tonnes d'hydrogène consommé. Donc on est avec une offre porteur pour l'instant. En Europe pour l'instant. C'est en effet notre 3e génération. On l'a annoncé hier lors de notre conférence de presse à Solutrans. La gamme GSR2, qui est notre 3e génération d'Xient à pile à combustible, est livrée. On a commencé à livrer en Allemagne à un premier client. Et on se projette déjà dans le futur. Pour 2029, on annonce déjà une 4e génération de Xient avec de nouvelles variantes qui, je pense, feront plaisir à tout le monde. On peut l'annoncer au tracteur? Oui, on arrivera avec un tracteur en 2029. On sait que c'est quelque chose qui est attendu et on y travaille, vraiment. Alors vous dites qu'il faut aller même plus vite en tant que constructeur, augmenter les volumes. Et pour vous, ça passera par plus d'aide, ce qui n'est pas vraiment le cas en France, on le disait. C'est un frein principal, ça, comme pour l'acquisition, avant de parler de consommation et de prix de l'hydrogène, déjà l'acquisition du véhicule. Oui, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde l'ensemble des écosystèmes européens qui se créent avec des subventions, tous les États ont une structure identique. Il faut faire un dossier administratif très complexe pour avoir une subvention CAPEX. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on simplifie la chose. La technologie du poids lourd, avec le tachygraphe digital, des choses comme ça, peuvent nous permettre de réfléchir à de l'OPEX pour vraiment aller récompenser ceux qui font l'effort. Donc plus je roule, plus j'économise. Là, on en arrive, un peu comme les Suisses ont fait, comme l'Allemagne tente de le faire un petit peu en exonérant les taxes CO2 pour les poids lourds. Il faut vraiment qu'on arrive à une solution facile à vérifier pour celui qui la donne, donc l'État, facile à mettre en place pour l'opérateur, et qui est vraiment proportionnellement à l'engagement. Il faut qu'on rémunère, qu'on félicite les gens qui s'engagent, plutôt qu'à chercher à avoir des dispositifs complexes et éventuellement derrière punitifs si on n'a pas tenu nos objectifs. Voilà. Soit vraiment dans cet objectif d'aller de l'avant positivement. Et donc, vous arrivez en France, vous sentez une certaine réticence auprès des transporteurs. Bon, vous avez comme client, déjà, on peut le citer, Point P, il y a notamment d'autres. Oui, alors, Point P, on l'a pas. Enfin, c'est PUM, c'est plus une filiale de Saint-Gobain et qui appartient aussi comme Point P à Saint-Gobain. On a la société Bretéché à Nantes. Son camion est là. D'ailleurs, ils nous ont prêté très gentiment. Et je profite de remercier d'ailleurs PUM et Bretéché pour leur accompagnement. L'accueil des transporteurs, justement, par rapport aux camions hydrogène. Pardon ? L'accueil des Français, en tout cas des transporteurs. Oui, ça reste compliqué. Il y a aujourd'hui, Erwin l'a dit, la TCO est la première préoccupation. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute quant à la possibilité d'avoir les camions et la technologie. C'est vraiment, quand on est sur le papier, la TCO. C'est la décision finale. Au-delà de l'administratif, c'est la TCO. Donc ça reste le nerf de la guerre, c'est ce qu'on dit, le CO, encore trop élevé. Ça passe aussi par une meilleure, on va dire, collaboration de l'écosystème, un peu comme les autres énergies, l'électrique notamment. Absolument. Aujourd'hui, nous, en tant que constructeurs, ce que moi j'ai noté depuis bien 3 ans que je suis dans la filière, il y a 3 ans, quand j'allais voir un client, on me demandait le camion, la performance, la technologie, la fiabilité. Aujourd'hui, j'ai plus ce sujet. C'est quand je vais voir un transporteur de niveau national ou international, il me dit, moi, je veux bien, mais je veux qu'on m'apporte l'écosystème clé en main. Et donc nous, les constructeurs, on
travailler de plus en plus avec les producteurs, avec les distributeurs. Il faut qu'on se mette plus ensemble autour de la table et qu'on aille ensemble voir les clients. Parce que le client, vraiment, il veut avoir cette solution 360. Il dit, ben voilà, si j'achète, je sais que j'ai tout le monde autour de la table et mon prix m'est garanti à la pompe. Le camion est là, je sais que je peux l'entretenir pendant 8 ans, éventuellement le revendre derrière. Et la station, elle est fiable, elle arrive, elle distribue quand j'en ai besoin. Juste un mot sur l'acquisition, ça peut passer comme électrique aussi par la location? C'est quelque chose qu'on veut à terme faire. Plus accessible pour l'entreprise? Il le faut. Je veux dire, aujourd'hui, on regarde les 3/4 des camions, aujourd'hui, c'est du LLD, c'est de la reprise derrière, il faut travailler. Et c'est comme toute nouvelle technologie, définir une valeur résiduelle, parce que c'est ce qu'on se dit, la location, il faut d'ailleurs avoir un second marché, il faut travailler là-dessus. Rome, c'est pas fait en un jour. Nous, on travaille déjà sur le remanufacturing de nos piles à combustible, de nos batteries, pour être en mesure de créer une offre seconde main et donc donner peut-être l'accessibilité à des entreprises avec des ressources plus faibles, on va dire, à cette technologie dans un deuxième temps. Donc oui, il faut travailler à tout ça. On s'y attelle. Christophe Dubruck, alors Life est une société franco-française, nantaise d'ailleurs au passage, avant tout fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable, vous allez nous en parler. Vous êtes présent en France et désormais en Allemagne et aux Pays-Bas, vous avez triplé votre chiffre d'affaires dernière, donc c'est vraiment une réalité par rapport à l'hydrogène. Et les secteurs de la mobilité lourde, vous nous êtes pas d'étrangers puisque vous fournissez de l'hydrogène pour des stations poids lourds. Oui, absolument. Bonjour à tous. Merci Hervé pour l'invitation. Oui, c'est déjà concret, c'est-à-dire que ce qu'on est venu vous dire ce matin tous ensemble, et vous avez déjà entendu beaucoup de points développés par mes confrères, c'est qu'on n'est pas dans le futur, on n'est pas dans une prospective interstellaire de plusieurs générations après nous, c'est tout de suite, c'est maintenant que les choses arrivent. Il y a déjà des véhicules qui fonctionnent en Allemagne, en Suisse, vous l'avez cité, qui roulent. En France, on est fiers de pouvoir dire que les premiers camions qui sont à la route en région parisienne ou en Vendée roulent avec de l'hydrogène vert, renouvelable, certifié et livré par Life. C'est tout à fait concret, c'est voilà, les deux pieds dans le sol qu'on avance. Moi-même, j'ai travaillé dans le transport une quinzaine d'années avant de me convertir à l'énergie propre. Donc c'est un vrai bonheur aussi d'avancer dans cette filière, puisque Charles vient juste de le dire. On ne peut pas être dans une approche fermée et centrée uniquement sur son métier. On est obligé, on est contraint de fonctionner ensemble, d'avoir des stratégies communes et d'avoir des partenariats pour que ça puisse avancer. Puisque pour qu'un écosystème fonctionne, il faut un véhicule, il faut un client, il faut un opérateur pour le conduire, il faut de la molécule pour l'alimenter, il faut des stations qui fonctionnent. Tout ça, un peu d'argent. En quelques mots, expliquez-nous. Donc, vous êtes fournisseur d'hydrogène, je le disais, vous fournissez des stations hydrogène poids lourds qui existent aujourd'hui. Absolument. On fournit aujourd'hui entre 20 et 25 stations en Europe, qu'on opère aujourd'hui. Dont la France. En Allemagne, on travaille sur 10 pays en Europe, donc d'une diagonale qui part d'Espagne jusqu'à la Finlande. C'est rendu possible par le fait qu'on possède chez Life des actifs de production, mais aussi nos actifs de livraison. C'est-à-dire qu'on a nos camions-citernes, si je peux résumer ainsi. Donc c'est des containers de transport dans lesquels vous avez des réservoirs qui sont les mêmes que sur les camions du reste. Et cette flotte de 80 remorques aujourd'hui nous permet de travailler dans une dizaine de pays et de livrer de l'hydrogène vert depuis nos usines Life, mais aussi depuis des sources externes avec lesquelles on travaille dans d'autres pays. Alors, revenons quelques instants sur le cadre réglementaire qui manquait, en fait, qui commence à se mettre en place, notamment avec la fameuse directive RED 3, adoptée donc en 2023, mais qui a du mal à être transposée dans différents États membres, malheureusement la France, entre autres. Oui, vous avez raison, c'est un constat qu'on déplore, c'est un vrai frein, et Jean-Michel l'a dit très bien tout à l'heure en introduction. Ce sont des systèmes qui ne coûtent rien à l'État, c'est-à-dire que on appelle ça l'ancienne version qui est la TIRERT est une taxe incitative, donc c'est pas quelque chose qui est destiné à être payé si jamais si vous réalisez l'objectif qui vous est donné. Donc, on peut expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le dispositif, peut-être en quelques mots. Alors en quelques mots, en plusieurs mots. Alors vraiment en quelques mots, les acteurs de la distribution des carburants fossiles ont l'obligation d'intégrer des carburants propres dans leur offre produit, et c'est mesuré chaque année et ils atteignent des quantités pour le prouver. L'hydrogène est désormais éligible, s'il est vert, à contribuer à cet objectif. Et jusqu'alors, il n'a pas de mandat quantitatif spécifique. Et ce mandat quantitatif arrive en traduction de la directive sur les énergies renouvelables qui a été votée en Europe en 2023.
il y a 2 ans, qui n'est pas transposé en qui était France. censé être transposé en France en mai 2025. Nous sommes en novembre 2025. On est en train de discuter de l'adaptation en 2026 de la précédente version avant que la nouvelle arrive, peut-être en 2027. Et malheureusement, On est au milieu du gué, en fait. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on sait que la vérité est juste... il y a des textes. Les textes sont là, ils sont votés, les process sont très clairs. Moi, je suis prêt aujourd'hui à produire la molécule et la livrer avec le certificat qui va permettre à mon client de valoriser ce certificat. Je sais le faire. Le dispositif n'est pas en place. Alors le fameux donc ce dispositif IRIC qui remplace donc la tirewatt, c'est une opportunité justement en tout cas pour le transporteur. Oui, absolument, puisque en garantissant la bonne couleur de la molécule qui va arriver dans le véhicule qui sera utilisé, l'hydrogène vert, l'hydrogène renouvelable certifié, c'est ce qui va permettre de valoriser un certificat et de le retranscrire dans le prix à la pompe. Une fois qu'on a soustrait ces euros dans le calcul final et le TCO que tu mentionnais, Charles, alors on arrive à des équations qui sont tout à fait plausibles, y compris en utilisant de l'hydrogène propre, certifié, renouvelable, pour décarboner complètement l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit la production de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, l'utilisation dans un véhicule complètement propre. Alors je le disais tout à l'heure en introduction, Life arrive en Allemagne, vous allez nous en parler. L'hydrogène se développe un peu plus vite et Charles le sait. Je crois qu'il y a près de 100 camions hydrogène qui circulent déjà en Allemagne. C'est ça, hein? Oui. C'est ça, hein? À peu près 100. 150 à la fin de l'année. Voilà. 150 en fin d'année, d'accord. Donc l'Allemagne, vous arrivez sur le marché, c'est ça? Absolument, avec une unité de production qui est en train d'être mise en service dans le secteur de Stuttgart, donc dans le sud-ouest allemand, qui va alimenter plusieurs stations-service du réseau le plus développé en Allemagne, qui s'appelle H2 Mobility, entre autres, mais c'est le contrat qui est connu et public sur lequel je peux communiquer aujourd'hui. Donc oui, le développement avance très très fortement en Allemagne, et en France, on vient juste d'annoncer, c'est date d'hier, la signature d'un nouveau contrat pour plusieurs années de fourniture d'hydrogène à des stations-service qui sont destinées à la mobilité lourde. Avant de revenir plus en précision sur la France, pour l'Allemagne, vous avez senti un meilleur accueil en Allemagne, entre guillemets? Comme Charles le disait tout à l'heure, l'Allemagne a commencé un petit peu plus tôt que la France, et il y a, je trouve, moins cette question dogmatique de est-ce que je dois choisir telle ou telle technologie. Je pense que le constat est déjà très clair en Allemagne. Ce sera forcément plusieurs approches énergétiques combinées qui mèneront au résultat. Et évidemment, le réseau électrique en Allemagne n'est pas le même qu'en France. Donc il y a moins ce côté confiance et galvanisant qu'on peut avoir en France. Mais il ne faut pas oublier que même si on a la puissance nucléaire et que le réseau français est globalement décarboné, c'est très bien, il faut miser dessus, c'est une vraie chance pour le pays. Mais on exacerbe les discussions sur l'électricité qui concernent aujourd'hui un tiers de nos consommations énergétiques. Les 2 tiers, c'est du gaz et du pétrole. Donc on ne pourra nécessairement pas remplacer l'ensemble de ces énergies fossiles uniquement par de l'électricité livrée dans des véhicules. Donc voilà, on croit évidemment que les choses vont s'orchestrer et la clairvoyance va nécessairement émerger. Les Allemands ont déjà compris ça. Ils savent que d'investir uniquement dans le réseau électrique, c'est une folie. On parlait tout à l'heure de centaines de milliards, c'est pas vrai, c'est des milliers de milliards pour développer l'infrastructure énergétique qui permettent d'adresser tous les besoins en énergie électrique uniquement, et de développer et d'investir sur le réseau électrique et un réseau hydrogène. Ça, c'est viable, et ça, c'est bankable, et ça marche. Alors revenons sur la France, vous êtes implanté, vous poursuivez votre développement en France, vous prévoyez d'augmenter justement vos capacités dans l'Hexagone? Oui, on a aujourd'hui 3 unités de production qui sont en production. Donc dans différentes régions? Oui, globalement dans la moitié ouest de la France, en Bretagne, en Pays de Loire et en Occitanie. Et ça, c'est une capacité de 12 MW aujourd'hui. On a un site en Auvergne-Rhône-Alpes qui arrive dans l'année 2026 qui va aussi avoir une capacité de 10 MW. On va doubler quasiment nos capacités en France avec cette unité de production qui va alimenter le réseau Impulsion ici en Auvergne-Rhône-Alpes. On a une unité en construction dans les Hauts-de-France. Donc voilà, la capacité va encore se développer dans les années à venir. Mais est-ce que c'est pas difficile parallèlement de lancer des investissements, sachant que le parc poids lourd hydrogène est pour l'instant limité avec toutes les raisons dont on évoquait? On reste confiant puisqu'on avance progressivement en fonction des perspectives de contrats et d'engagement qu'on a avec nos clients. Donc on le fait vraiment en toute sérénité.
Bien sûr, on a besoin de subventions, bien sûr, on a besoin de financer nos projets, ce que l'on fait. On a des annonces publiques que je vous invite à consulter, qui sont très claires sur le sujet. Mais la confiance est là. Donc, et on a une stratégie aussi qui permet d'avoir une approche diversifiée. Moi, je représente bien sûr le marché de la mobilité, mais on adresse aussi les besoins de nos clients industriels. Et pour ça, on a aussi un projet qui est un scale-up assez fort, puisque ça a été annoncé déjà il y a plusieurs années, enfin plusieurs mois, pardon, mais le financement d'un projet au Havre, qui est un projet d'une centaine de mégawatts. Donc là, c'est vraiment un gros accélérateur pour adresser des besoins industriels dans le domaine de la production d'ammoniac. Guirec Dufour, donc vous êtes directeur général de CARE, on parlait de société entreprise franco-française. Alors CARE est un énergéticien indépendant français. Vous allez nous le dire, donc, historiquement dans la production d'électricité verte, vous êtes arrivé sur l'hydrogène car vos clients vous disaient que l'électrique n'était pas adapté à certaines applications comme la mobilité intensive, le transport. Donc vous êtes amené petit à petit vers la mobilité lourde il y a peu de temps en fait, ou il y a quelques... Bonjour à tous, merci de l'invitation. Oui, il y a quelques temps quand même, puisqu'on a commencé en 2019. Et effectivement, nos clients nous ont fait part Nous, on est électriciens au départ, hein, on produit de l'électricité. Je vais faire un petit crochet sur l'équipement électrique des stations pour recharger le camion. En étant dans l'électricité, je peux vous dire que les délais de raccordement vont être longs, ça va être très compliqué de déployer tous ces trucs-là. Juste un petit crochet. C'est une réalité, c'est un frein électrique que vous avez mentionné à être coûteuse. Certes, c'est un petit peu l'angle mort de l'électrique aujourd'hui. Elle va être aussi longue à déployer. Hein. Je suis désolé. Voilà. Bon, après, il se développe aussi. On voit des recharges mobiles qui se développent en conteneurs et tout ça, donc sur site. Des recharges mobiles électriques. Électriques en batterie. Il faut tout de même recharger. Enfin bref, on est là pour parler d'hydrogène. La chose, elle est... c'est juste parce qu'on est électricien. On ferme la parenthèse. Nos clients nous disent à la fin, vous faites de l'électricité, c'est parfait, mais ce vecteur énergétique ne correspond pas, ou en tout cas ne nous va pas pour décarboner. C'est comme ça qu'on vient à l'hydrogène, parce qu'en étant électricien, le truc le plus logique, la molécule la plus logique pour nous, c'était l'hydrogène. Donc on a commencé ça en 2019. On met en service une première usine de production en ce moment, je dirais, les premières bulles pour la fin de l'année, qui s'appelle IDOC, à Port-la-Nouvelle, qui va faire 20 MW. Donc on sera à peu près au même niveau que nos petits copains de Life en production. Et on a 2 stations qui s'ouvrent dans le même temps, sur Narbonne et Béziers, pour commencer à déployer un corridor sur les autoroutes A9 et A61. Il n'est pas tôt de parler de corridor déjà pour l'hydrogène? Alors, c'est un corridor. On parlait tout à l'heure de mettre la charrue avant les bœufs. C'est un projet qui est porté par la région Occitanie depuis quelques temps. Et on commence par ces 2 stations qui sont là. Alors vous allez me dire, c'est pourquoi 2 stations à 30 km l'une de l'autre? Parce que c'est nos clients qui nous disent que ça les rassure d'avoir une espèce de redondance, parce que ces 2 stations sont relativement proches. Mais après ces stations, ça va partir de Toulouse pour aller jusqu'à Montpellier. On vient d'obtenir un financement AFIF sur ce sujet-là pour faire les autres stations de ce corridor. Qui est récente, c'était avant-hier, on peut le dire. Donc Bruxelles a accordé 600 millions, dont le 2e volet de la FIR, qui sera apparemment le dernier. Nous a annoncé la Commission européenne hier. Oui. On a bien fait de répondre. Donc oui, on a obtenu ce financement. Vous n'avez pas 600 millions, en précisant. Non. Vous n'avez pas 600 millions. Non. C'est l'enveloppe, le global. Non, on ne les a pas. Non. Nous, on les a? Non, nous, on les demande. Non, oui, ces quelques stations supplémentaires vont nous permettre de développer ce réseau de distribution. Mais surtout, ce que font passer les autres acteurs, et ce que je veux faire passer aussi, c'est que c'est concret. On est sorti du PowerPoint. Moi, je peux tout à fait comprendre que les gens qui ont regardé à utiliser l'hydrogène soient, entre guillemets, déçus. Il y a eu beaucoup d'annonces ces dernières années, avec une progression finalement qui ne s'est pas faite aussi vite que ce qui s'était annoncé. Donc, j'entends qu'il y ait de la déception. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que c'est concret. L'usine, elle est là, vous pouvez venir la visiter, vous pouvez la toucher. Les stations sont là, vous pouvez les regarder, vous pouvez les toucher. Nos camarades font d'autres stations. Tout ça devient concret. On est sorti du PowerPoint et je pense que c'est vraiment le vrai message qu'on a aujourd'hui. Vous parliez de l'électrique. On peut dire quand même que l'électrique et l'hydrogène sont complémentaires.
Moi, je pense que l'électrique et l'hydrogène sont complémentaires, comme je pense que les renouvelables et le nucléaire sont complémentaires. Je pense qu'on ne peut pas être monosolution et que l'hydrogène nous paraît, je pense, plus adapté sur les usages intensifs à partir du moment où le temps de recharge batterie pénalise l'usage du véhicule. Donc l'hydrogène du côté intensif, j'ai un exemple qui est pas mobilité lourde, mais qui rejoint finalement la mobilité lourde. C'est un exemple sur les véhicules utilitaires légers. Vous avez une entreprise, une boîte de BTP, on va dire, régionale, qui a à peu près 150 fourgons. Ces 150 fourgons, il veut décarboner, il regarde l'électrique. Il y a à peu près deux solutions. C'est la recharge se fait soit au domicile, parce qu'en fait, il y a une espèce d'acquis social où les gens rentrent avec le camion à la maison. Donc vous installez des bornes au domicile des gars. Sauf que ces gars-là, ils font comme tout le monde, ils changent de boulot assez régulièrement. Donc il va falloir gérer ces bornes de recharge sans arrêt. Deuxième solution, vous dites aux gars, vous rentrez tous au dépôt et vous mettez vos véhicules légers au dépôt. 150 véhicules. Il faut avoir la place pour les garer. Généralement, les gens n'ont pas la place. Si vous avez la place de les garer, ça veut dire 150 bornes de recharge. Et une infrastructure juste impossible à mettre en place. Donc ces gens-là nous disent on a besoin d'une autre solution. Et cette solution, c'est l'hydrogène. Et je pense que le parallèle, il est dans la mobilité lourde aussi, où par exemple sur Béziers, les bus hydrogène de Béziers, ils ont fait, Béziers n'a pas pris les bus hydrogène parce que c'était mode ou parce que quelque chose comme ça. Ils ont fait une étude. Ils ont une ligne qui est longue, où ils ont un usage intensif. Ils avaient besoin de 4 bus électriques supplémentaires pour servir la même ligne. Donc ils ont choisi l'hydrogène. Il y a des applications de l'hydrogène pour l'intensif. Revenons sur l'infrastructure. Vous parliez de corridors. Pour l'hydrogène, ce sera plus des stations ou plutôt en dépôt? Dites-moi, pardon, je n'ai pas entendu. Pour l'infrastructure, vous parliez de corridors. Oui. On sera plus sur... donc corridor, c'est bien sûr en station, mais on peut aussi avoir l'hydrogène en dépôt? En dépôt? Dans les entreprises de transport. Alors, oui, on peut avoir de l'hydrogène en dépôt. Il va falloir quand même c'est une énergie qui est différente de l'électrique. Il faut quand même une station mobile. Il faut quelque chose pour le distribuer, cet hydrogène. Donc, on a des solutions qui sont, je dirais, intermédiaires pour amorcer les usages, où on peut mettre en place une station mobile le temps d'amorcer les usages et d'avoir suffisamment d'usages, disons, pour déployer une station pérenne. Ça, c'est des solutions qu'on est capable d'offrir. Puis aussi, la solution, c'est qu'il y ait plus de volume, plus de camions hydrogène. Ça, c'est un message pour les constructeurs. Alors, plus de volume, il y a une chose qui n'a pas été dite, on a besoin aujourd'hui, comme sur toutes les industries un peu naissantes, de commandes publiques. Donc, c'est du côté plutôt transport, hein, c'est le bus, le BOM, c'est le car, pour pouvoir lancer cette nouvelle industrie. Il y a bien sûr des subventions qui sont là aujourd'hui. Il y a des mécanismes qui aident sur les CAPEX des camions. Nous, on accompagne nos clients pour aller les chercher, qui sont des choses plutôt régionales aujourd'hui. Il n'y a rien au niveau national, c'est très vrai. Mais il y a des choses qui existent de façon régionale. Et puis... en fait, il y a beaucoup d'aides, Il y a vraiment des projets financiers, même pour l'hydrogène, qui viennent des régions en France. Oui. C'est le cas du corridor. C'est le cas du corridor H2 de la région Occitanie et c'est le cas aussi d'aide sur l'achat de véhicules. Il y a une vraie volonté. Il y a une vraie volonté. Ça, je vous le confirme. Et Région Aura, on est à peu près dans la même situation, avec une vraie volonté de faire émerger cette mobilité hydrogène. Et après, donc, on a, comme disait Life, on a aussi la thyroïde ou l'IRIC qui va arriver, qui va permettre donc sur la base d'un hydrogène vert de faire baisser le coût à la pompe. Et puis un dernier levier, et je dirais c'est le levier d'aujourd'hui, maintenant, c'est le volume. Effectivement, plus on distribuera d'hydrogène, la part coût fixe sur l'hydrogène qu'on distribue est très très importante. Donc d'augmenter le volume, de doubler le volume, fait baisser le prix de façon très importante. Juste un mot de revenir sur le projet d'usine de production de 20 MW pour la mobilité intensive donc de Caire. C'est pour bientôt, c'est ça, non? Alors, oui, l'usine IDOC, première bulle au mois de décembre et on sera commercial deuxième trimestre l'an prochain.
Alors je vous propose dans un instant éventuellement poser des questions à nos invités intervenants. Jean-Michel, quelques réactions par rapport. Je voyais que tu marquais, tu notais quelques infos. Tu veux réagir peut-être sur les différentes interventions. On voit donc qu'il y a une réticence déjà dans le côté industriel, réticence, je ne sais pas si c'est le mot, des constructeurs. Comme on disait, il faut avant d'avoir parlé de distribution et de production-distribution, qu'il y ait des véhicules sur la route. Je ne parlerai pas de réticence de la part des constructeurs. Les constructeurs sont aujourd'hui pris aussi entre différents feux. Ils doivent continuer à développer leur technologie thermique. Ils passent à la batterie. Ils doivent faire l'hydrogène en parallèle. Et en fait, les constructeurs suivent également les aléas de stratégies industrielles politiques qui sont données. Et donc à partir du moment où on a de l'hésitation, où on a de l'atermoiement, les constructeurs suivent également ces tendances-là. Parce que comme je le disais tout à l'heure, réaliser des investissements dans des nouvelles technologies, ça nécessite du temps long, beaucoup de capitaux. Donc il est absolument nécessaire d'avoir cette continuité, cette stabilité dans la vision industrielle. Les Chinois avancent vite. Les Chinois ont un système politique qui est critiquable et très différent du nôtre. Et très clairement, quand ils décident quelque chose, ils le mettent en œuvre. Ils le mettent en œuvre sur des plans quinquennaux qui se suivent, qui amènent de la stabilité et ils accélèrent vite et fort. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au niveau européen, on a des avis qui sont différents, sont divers, avec des traductions en plus qui ne sont pas rapides dans nos textes. À partir du moment où on a décidé au niveau européen de déployer des choses, on aperçoit qu'il faut des années pour les traduire dans les États de manière à des vitesses différentes. Donc on pâtit de tout ça. Il ne faut pas jeter la pierre au niveau des constructeurs sur ces sujets. Je pense qu'il faut aller chercher beaucoup plus de stabilité, de volonté industrielle dans ces stratégies. Et c'est un point qu'on n'a pas réellement abordé, mais on a parlé beaucoup d'enjeux en lien avec l'environnement. Et une guerre économique est en place. Cette guerre économique, elle est en place entre différents blocs. Il y a 3 grands blocs entre les États-Unis, la Chine et puis l'Europe. Très clairement, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure en introduction, nous avons des industriels, nous avons des porteurs de projets, nous avons des développeurs de technologies, nous avons des centres de recherche, nous avons des entreprises, qu'elles soient de toute taille, de petites à grandes entreprises, qui avancent sur ces sujets. Très clairement, la conséquence de nos hésitations dans la logique de cette stratégie industrielle et volontariste au niveau des États et au niveau européen amène un risque fort à ce que cette avance qui est aujourd'hui très clairement prise par ces structures soit réduite à néant et que nous ne soyons que des consommateurs de technologies proposées, encore une fois, par des pays asiatiques ou par des pays américains qui, même s'ils disent qu'ils ne sont pas intéressés par le sujet, continuent d'avancer sur les déploiements de technologies. Donc, soyons extrêmement lucides là-dessus, sur le fait que nous devons absolument continuer de manière déterminée à avancer dans le long terme sur la continuité de cette action avec les technologies hydrogène. Vous avez là un panel qui montre que sur toute la chaîne de valeur, les acteurs sont déterminés dans une logique collective. Il y a des actions d'ailleurs qui sont menées entre les territoires et entre les entreprises pour proposer, et j'ai bien aimé l'offre 360 degrés qui a été dite, en proposant de l'hydrogène au bon coût, des stations, de l'infrastructure qui doit être déployée avec des plans de déploiement qui visent à mailler le territoire entre différents acteurs, des véhicules, de l'entretien, de la maintenance. Toute cette chaîne de valeur aujourd'hui de manière collective est portée. Au sein de France Hydrogène, on réunit ces acteurs pour porter des plans, porter cette parole et porter de l'influence vis-à-vis des pouvoirs publics pour pouvoir accélérer. En quelques mots, c'est le message annoncé au pouvoir public, c'est de transposer les textes qui existent déjà. On est bien d'accord? Oui, c'est de faire ce qui existe, d'avancer sur ces sujets, bien sûr. Erwin? Oui, transposer, et puis je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot, il y a une question de moyens financiers. Et je pense qu'il faut mais transposer les textes, c'est aussi pour les aides, je pense. Il faut transposer les textes, mais pour donner quelques ordres de grandeur. Je pense que d'ici 2030, on a parlé d'un besoin de franchir un cap, activer suffisamment. Un objectif qu'on peut se donner, c'est un ordre de grandeur de l'ordre de 5-10 000 camions sur les routes en Europe d'ici là. Ce serait déjà d'ici là, d'ici 2030. 2030. Plus conservateur que ce qu'on a pu viser dans le passé.
ça reste quand même un challenge. Si on regarde un petit peu le Mais montant... 10 000, est-ce que c'est pas trop nombreux? On voit l'électrique, il y a eu des chiffres annoncés par rapport à des objectifs. 700 camions électriques immatriculés l'année dernière en France. C'est pour ça que j'ai donné une plage un peu large, mais ce vers quoi je veux aller, c'est les montants de soutien public dont on a besoin. Quand on regarde ce qui est nécessaire en termes de soutien sur l'achat des véhicules, vraiment on va avoir besoin durant les premiers milliers de véhicules d'avoir quelque chose. Et je pense que Charles le disait bien, on a besoin de simplification. C'est pas à chaque fois venir avec un dossier et recandidater pour une subvention de 50 000 euros. Il va falloir des subventions sur les véhicules de 100 à 200 000 euros, une aide sur les stations. Avec ça, on peut être au TCO cible. Ça représente à peu près 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros sur 5 ans, sur 5 pays, plus la Commission européenne. En Corée, ils mettent 800 millions par an. Ensuite, c'est une question de conviction stratégique. Soit on veut se doter, c'est vraiment ton sujet, soit on veut se doter de cette flexibilité de compter à la fois sur la batterie et sur l'hydrogène à l'horizon de la prochaine décennie. Et dans ce cas-là, on y va réellement. Parce que sur l'électrique, c'est beaucoup plus qu'1 milliard d'euros qui a été mis en termes de soutien public. Et on a besoin d'avoir à minima une proportion qui soit mise dessus. Aujourd'hui, on en est très loin. Charles, un mot? Oui, je reviens juste sur la partie volume, chiffre qu'il nous faut. Aujourd'hui, nous, Hyundai, on est déjà dans la 4e génération, en train de travailler sur la 4e génération. On voit que beaucoup de constructeurs européens commencent à activer. Daimler communique beaucoup, on a vu MAN aujourd'hui. On est ravis de tout ça, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de concurrence entre les constructeurs, on parle vraiment d'activer un écosystème. Et c'est vraiment ce qu'on dit, activer l'écosystème, c'est une nécessité. Je rappelle qu'il y a 6,5 millions de poids lourds en Europe immatriculés, que rien que la France et l'Allemagne, c'est en moyenne entre 100 et 120 000 poids lourds par an, neufs qui sont immatriculés. Quand on parle d'un horizon de 5 à 10 000 camions, c'est une goutte d'eau dans l'océan européen du poids lourd. Mais il faut qu'on y arrive. Et ça, c'est absolument. Et ce qui est important aussi à noter, et pour tout le monde, c'est que l'Europe, pour l'instant, garde les objectifs et est très stricte là-dessus. Ça veut dire que plus on se rapproche de la deadline finale, plus la note va être salée et douloureuse. Donc il est urgent, vraiment, de trouver des solutions pour avoir cet écosystème qui soit une réalité encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Christophe et Guirec, même message, tous ensemble. Oui, bien sûr, on a besoin d'un cadre clair. Enfin, ça paraît évident, mais bon. Et on a besoin d'une impulsion. Je fais un jeu de mots local, mais on a besoin d'une impulsion très forte. Parce que, et comme le disait Erwin, c'est pas des sommes folles. Pour déclencher vraiment le niveau de commande et on va dire la masse critique qui nous permettent à nous producteurs, à nos amis distributeurs et aux fabricants de véhicules d'arriver dans des niveaux économiques qui soient bankable pour tout le monde. C'est pas si fou que ça. C'est bien moins cher que de tout miser sur l'électrique batterie. Donc on a vraiment besoin de ça. Je crois qu'après, il faut qu'on soit aussi intelligent entre nous pour miser sur des territoires, des corridors, des types d'utilisation qui permettent d'accélérer le pas pour atteindre nos objectifs et décarboner massivement la mobilité lourde. Guirec, un mot? Je vais faire un peu de redite, mais effectivement, on est en train de créer un écosystème complet. Donc chacun, je pense, sort un petit peu de sa zone de confort ou de son core business pour aller regarder tout ce qui se passe autour, parce qu'on n'a pas parlé non plus de la formation et des choses comme ça, où il faut aussi commencer à former les gens pour travailler dans ces métiers-là. Donc on est tous, je pense, en train de travailler sur l'intégralité de l'écosystème. Évidemment, il faut qu'on travaille ensemble, c'est ce qu'on fait. Après, on a besoin, comme tout industriel, de visibilité. Et qu'on ait des aides d'un certain niveau ou d'un autre niveau, c'est surtout que ces aides elles soient là demain aussi, qu'on puisse compter dessus, parce qu'on est sur le temps long, on est sur 35 ans, et prendre une décision d'investissement sans visibilité, c'est juste impossible. Donc pour moi, le premier facteur d'accélération, c'est donnez-nous de la visibilité. On pourra prendre nos risques en se disant, bon, ça viendra peut-être un peu plus tard, mais on attaque maintenant, parce que si on ne le fait pas maintenant, ça sera trop tard plus tard. Donc donnez-nous de la visibilité, on prendra des décisions d'investissement, ce qui permettra d'avoir des choses sur les routes. Le volume fera que le prix baissera. L'atterrissage des réglementations fera que le prix baissera et on arrivera à avoir, mais à court terme, enfin, on parle de 2030, moi je parle plutôt de 2028, à avoir des choses qui commencent à tourner sérieusement bien. Avant de refermer cette conférence, est-ce que vous avez des questions?
Pas de questions. On a répondu à toutes les interrogations sur l'hydrogène. Pas de questions? Non. Jean-Michel, un mot de conclusion. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une filière hydrogène mobilité lourde? Le mot écosystème a été prononcé et je pense que Erwin avait commencé par ce sujet. Nous sommes extrêmement pragmatiques, nous avançons collectivement. Les solutions sont en place pour tester, goûter et être convaincus par l'hydrogène tout de suite. Dans le passé, je pense que l'hydrogène a vécu un moment difficile de backlash récent parce que des promesses avaient été faites sur une disponibilité des technologies peut-être trop rapide et trop mature telle qu'attendue à l'époque. Ça n'est plus le cas maintenant. On a des technologies qui sont au bon degré de maturité pour tester avec des usages non pas prototypes, mais des usages professionnels aujourd'hui au bon niveau de performance, de fiabilité. Le coût va être compensé par la mise en œuvre de ces phases d'amorçage, comme ça a été dit, pour arriver à des volumes suffisants qui permettront derrière, d'ici 4 à 5 ans, d'arriver sur des business models qui tournent tout seuls. Donc c'est très clairement... On peut tester et venez voir les entreprises qui exposent sur le village hydrogène ou sur d'autres stands de constructeurs. Les noms ont été cités tout à l'heure. Venez voir ces technologies. C'est Hall 3. Hall 3, tout au fond du Hall 3, juste en face. Venez voir les véhicules, venez voir les entreprises qui déploient des projets, qui déploient des infrastructures. Venez voir ça, venez tester et rejoignez d'ores et déjà cette communauté. Je le disais tout à l'heure, c'est de la souveraineté industrielle. Communauté. Oui, c'est une communauté, oui, parce qu'aujourd'hui, on est soudés, on est déterminés pour avancer, parce qu'on croit de manière très claire que, et je l'ai dit tout à l'heure, arrêtons l'illusion que la batterie fera tout. Ça n'est pas vrai, ce sont les utilisateurs qui le font, qui répondent ça. Et quand je prends l'exemple sur des bus, par exemple, on entendait parler, non mais le bus, c'est plié, laissez tomber, la batterie fera tout, l'hydrogène fera rien. Quand on a des opérateurs comme Keolis ou Transdev, qui eux sont complètement agnostiques au niveau des technologies, testent ces véhicules et qui disent de manière très claire, je m'aperçois que de toute manière, en termes d'usage, moi je raisonne non pas coût total de possession du véhicule, mais coût total d'usage. En coût total d'usage, quand ils transportent un passager, ils s'aperçoivent qu'il leur faut 1,4 véhicules électriques pour rendre le service de 1 véhicule hydrogène. Très clairement, ils disent, moi c'est la complémentarité des deux qui m'amène l'optimum économique dans le service qui est rendu vis-à-vis de l'usager, plutôt que de dire je crois à l'un ou à l'autre. Je préfère m'arrêter sur ces paroles d'opérateurs qui eux sont très clairement agnostiques et neutres. Et c'est notre conviction que nous poussons depuis des années. Et nous restons sur ce sujet-là. Arrêtons les fausses croyances, soyons dans le pragmatisme, dans les données, dans la science, et testez d'ores et déjà les solutions qu'on est capable de vous proposer. Merci messieurs, merci à tous. Et puis rendez-vous dans 2 ans pour Solutron. Je pense qu'on avancera également. Ah, une question? Attendez, prenez le micro pour vous entendre. Tenez. Hop. Présentez-vous et posez la question. Je suis juste un chauffeur routier d'entreprise. Je voulais savoir, pour ce qui est de la mobilité lourde en marchandises, c'est quand qu'on aura des tracteurs à hydrogène? Pour une autonomie, Ils sont là. pour une autonomie d'environ 2000 km. 1000 km, c'est peut-être beaucoup. Hein. Il y a une technologie qui permet d'embarquer l'hydrogène sous forme liquide à bord que Mercedes-Benz travaille, qui a déjà fait plus de 1000 km. Et alors là, par rapport à un camion batterie, vous êtes grosso modo au double. Donc c'est évidemment l'avantage de la solution hydrogène. Mais sans aller jusqu'à 1000 km, 500 à 700 km, vous avez des prototypes et des véhicules de pré-série qui sont là en vente sur le série. Précision, Charles. Série, pas de pré-série. Oui. Aujourd'hui, on va arriver très rapidement à des autonomies au-delà de 800 km. 100 km. 800 km 800. sur les camions. D'accord. Pour l'instant, le Lixiant est à... Nous, le Lixiant, on passe la barre des 500 km en 26 tonnes. En Atléa, on est à 400 km, mais en 350 bars. On a la technologie déjà chez nous en 700 bars en Corée. 700 bars, on serait déjà à 600-700 km.
sur notre 4e génération, on sait qu'on sera encore plus performant. Je vais donner juste un exemple. On a lancé la nouvelle Nexo sur la partie voiture en hydrogène. La semaine dernière, on a été très fiers d'annoncer 1400 km avec un plein d'hydrogène sur une voiture. Une voiture, ça emporte 7 kg à peu près. Donc voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que la technologie, elle va évoluer, l'efficacité du système de la technologie va s'accroître. Donc c'est qu'une question de temps. Il faut nous donner un peu de temps, la patience, avoir un peu de patience. On est à l'aube de passer la barre des 1000 km. On le fait déjà sur l'hydrogène liquide. Voilà, mais on pourrait assister dans les prochaines années, aux prochains mois maintenant, dans un laps de temps, à une concurrence sur l'autonomie entre l'électrique et l'hydrogène ou pas? Oui, est-ce qu'il faut vraiment aujourd'hui faire mettre les deux énergies en compétition? Je ne le pense pas. Je pense que les deux énergies seront très complémentaires. Oui, mais un transporteur, un client, mais va regarder aussi. En fait, aujourd'hui, quand on discute avec les transporteurs, ils regardent, ils disent voilà, quelle est ma configuration, quelle est la topographie que doit parcourir mon camion. Si on est par exemple sur la montagne, aujourd'hui, l'hydrogène sera plus approprié. Demain, sur du plat, l'électrique peut le faire. Je pense qu'on va avoir un mix. Les transporteurs regardent déjà, à grande échelle, quand ils veulent avoir les deux technologies, quelle est la configuration la plus optimale. Voilà. La batterie fait des progrès énormes, on le voit. Hein, les autonomies en batterie ont augmenté, les consommations ont baissé. Voilà. Donc je pense que les deux technologies auront leur place. Je le répète, 6,5 millions de camions qui sont immatriculés en Europe. C'est-à-dire, avant qu'on ait remplacé tous ces camions, il va se passer un peu d'eau sous les ponts, il va couler un peu d'eau sous les ponts, et je pense qu'on aura, avec l'hydrogène électrique, suffisamment à faire pour remplacer ce car park. Donc il n'y a pas de raison de se battre là-dessus, franchement. Messieurs, merci en tout cas, et merci d'avoir assisté à cette conférence. Merci à tous. Merci.